bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin pour cette présentation. Alors pour l'ouverture du Salon des sports et des parasports, nous allons aborder un sujet qui présente un enjeu particulier dans un contexte de restrictions budgétaires, c'est la mutualisation des équipements sportifs. Donc on aura différents intervenants. Donc en premier lieu, Valentin Sechpine, qui est chargé de mission au sein du service des équipements sportifs de l'Agence nationale du sport, qui vous présentera les différents enjeux de cette mutualisation, notamment pour les propriétaires d'équipements sportifs, et qui vous présentera également le cadre juridique qui a été posé en 2022 dans le cadre du Code de l'éducation. Ensuite, je passerai la parole à Emeline Guedes, qui est chargée de mission analyse économique du sport au sein de la direction des sports, qui vous présentera, elle, la circulaire qui a été publiée au journal officiel cet été, qui est plus prescriptive, qui fixe des modalités bien précises de mise en œuvre et un calendrier plutôt ambitieux de mutualisation des équipements sportifs scolaires, c'est-à-dire 100% de mutualisation des équipements sportifs scolaires d'ici 2027. Voilà. Ensuite, Valentin reprendra la parole pour vous présenter les premiers éléments d'une étude qui n'est pas encore officielle, mais qui le sera prochainement, qui a été cofinancée par le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport, et qui porte sur la fréquentation des équipements sportifs, et donc qui apporte quelques éléments chiffrés de mutualisation encore potentielle de ces équipements. On peut encore optimiser évidemment cette mutualisation. Ensuite, il vous expliquera comment l'Agence nationale du sport a contribué à la mutualisation des équipements sportifs dans le cadre des 2 plans 5000 qui ont été mis en œuvre depuis 2022. Donc le plan 5000 terrains de sport, d'une part, sur les années 2022-2023, et puis le plan 5000 équipements génération 2024 sur les années 2024 et 2025. Voilà. Ensuite, on aura donc 4 témoignages. Un témoignage de la Fédération de judo et des disciplines associées. Donc, ça sera Romain Durier qui présentera la mutualisation au travers des dojos qui ont été réalisés, soutenus par l'Agence nationale du sport et réalisés pour beaucoup dans les équipements scolaires, dans les équipements d'enseignement. Ensuite, nous aurons Sylvain Avez qui est à ma gauche, qui est chef du service départemental Jeunesse, Engagement, Sport de Seine-Saint-Denis, qui témoignera aussi. Maxime Labobé, qui n'est pas encore arrivé, mais qui nous rejoindra, je pense, en tant que directeur des sports de la ville de Montreuil. Et enfin, nous laisserons la parole à Léa Lejean, qui représente un club, qui est dirigeante responsable coaching de Paris Roller Club. Voilà, et nous espérons qu'il nous restera quelques minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Voilà. Donc je laisse Valentin engager le sujet de la mutualisation. Merci. Merci Valérie. Bonjour à toutes et tous. Ravi que vous soyez si nombreux déjà de bon matin sur cette magnifique arène du sport. Donc nous, on va vous parler de la mutualisation des équipements sportifs avec, dans un premier temps, on a fait le choix de remettre en contexte en fait ce qu'est la mutualisation. C'est important qu'on parle toutes et tous de la même chose aujourd'hui. Donc, on vous a projeté une définition qui est plus ou moins large, mais qui permet de comprendre les grands fondements de ce qu'est la mutualisation. En gros, ce qui nous semble important de retenir à ce niveau-là, en ce qui concerne ce concept-là, c'est que c'est le partage, l'optimisation, la coopération et la rationalisation, que ce soit des équipements, mais au sens large, on peut tout mutualiser aujourd'hui. On peut mutualiser un espace, on peut mutualiser un équipement, on peut mutualiser des bâtiments sportifs ou non. Donc voilà, le cadre est celui-ci. Donc on est sur un moyen pour faire mieux avec les mêmes possibilités techniques qui nous sont offertes. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les équipements sportifs, évidemment. Donc quand on parle de mutualisation des équipements sportifs, il en découle plusieurs sous-thématiques, disons. D'abord, on parle de mutualisation d'usage. Et c'est là-dessus, nous, qu'on va appuyer le sujet ce matin. C'est-à-dire qu'on va vous parler plus en détail de
comment on mutualise un équipement sportif, pourquoi on le fait aussi. C'est important de comprendre pour les propriétaires d'équipements. Peut-être qu'il y a des collectivités qui nous écoutent et qui sont propriétaires et qui sont intéressés de savoir quels sont les leviers d'action pour mutualiser un équipement. Mais derrière, la mutualisation d'usage, elle entraîne d'autres types de mutualisation. Pour bien mutualiser un usage, forcément, derrière, il y a des mutualisations de gestion. Donc, comment on fait, c'est très bien de mutualiser, mais derrière, comment on gère cette mutualisation, avec qui et pourquoi, avec quels documents. On va beaucoup parler aussi de conventions tripartites. C'est un des éléments qui permet de faire en sorte de mieux mutualiser. Il y a aussi une question de la mutualisation des investissements, puisque c'est aussi bien de mutualiser, mais le propriétaire ne peut pas prendre tous les risques financiers. Et donc, c'est important aussi de savoir comment on peut partager ces investissements entre les différents utilisateurs. Et on va aussi parler un petit peu de mutualisation des services, puisque c'est un enjeu fort. C'est-à-dire, lorsqu'on mutualise, c'est bien, mais comment on entretient l'équipement, qui s'en charge, sur quel créneau horaire. Est-ce que c'est la collectivité qui nettoie l'équipement alors que c'est l'association qui a pratiqué? Est-ce que c'est l'établissement scolaire qui peut prendre en charge une petite partie de l'entretien? Toutes ces choses-là vont être abordées et on va pouvoir vous donner aussi des exemples concrets avec les témoins qui interviendront. Au niveau des enjeux qu'on a pu identifier sur la mutualisation, on a essayé de les regrouper un petit peu par grande famille. Tout d'abord, il y a des enjeux de gouvernance, c'est-à-dire que la mutualisation, si on prend un petit peu de recul sur celle-ci, on voit qu'elle permet d'activer des leviers territoriaux en matière de gouvernance et de coordination. Elle permet déjà d'identifier les partenaires qui sont autour de nous. Par exemple, on peut parler davantage avec le directeur de l'école qui se trouve à côté, le président de l'association, et fructifier les échanges qui, pour certains, n'existent pas, pour d'autres qui existent mais qui méritent d'être approfondis. Donc ça permet déjà de mieux se connaître et de mieux se parler en matière de gouvernance. Ça nécessite aussi un pilotage, c'est-à-dire que pour mutualiser, certes on est tous autour de la table, mais il faut qu'il y ait un pilote qui puisse mener ce conventionnement, ce partenariat entre les parties prenantes pour faire en sorte que la mutualisation elle soit respectée tout simplement. Il y a aussi un enjeu de conflit d'usage aujourd'hui, puisque c'est un des freins, et on le verra dans les quelques éléments de l'étude. Mais aujourd'hui, on a des créneaux qui peuvent se chevaucher, où il y a un partage de l'espace qui peut se faire également, et d'où l'intérêt de la mutualisation pour prévenir ces conflits, les réduire, les résoudre lorsqu'ils arrivent, et éviter que la mutualisation devienne finalement un frein, alors que ce n'est pas le cas. Il y a forcément des enjeux aussi économiques et financiers qui sont sous-tendus à travers ces enjeux de gouvernance, puisque derrière la mutualisation, ça permet de rationaliser les coûts. Valérie en a parlé en introduction, mais on est dans un système aujourd'hui où il faut réfléchir à comment on utilise nos deniers publics, et la mutualisation, elle participe à cela. Elle participe à mieux y réfléchir, à mieux penser l'utilisation de l'équipement, mais dès la programmation, pour que derrière, on puisse le rationaliser et faire en sorte que tous les créneaux de la journée puissent être occupés et par toute une diversité d'acteurs. Il y a des enjeux aussi territoriaux et stratégiques. Ça rejoint un peu les premiers enjeux de gouvernance, c'est-à-dire que derrière, lorsqu'on mutualise, on ouvre davantage l'équipement à tous les publics de l'écosystème. Dans la mesure où en fait il y a des personnes qui souhaitent pratiquer, que ce soit en association, en établissement, des publics libres également, que ce soit les personnes, vous et nous, des personnes, voilà, ou peut-être des entreprises également qui veulent pratiquer mais qui aujourd'hui n'ont pas l'offre qui correspond à leurs attentes. En répondant à cela à travers une mutualisation bien pensée et concrète, ça permet aussi de réduire ces inégalités de pratique, de faire en sorte que tout un chacun puisse avoir accès à l'équipement qu'il souhaite et dont il a besoin pour pratiquer. Et derrière aussi, pour peut-être valoriser son territoire, c'est un enjeu. On peut aussi vendre dans ces politiques publiques locales le fait qu'on mutualise nos équipements sportifs, et ça peut faire aussi une différence pour attirer davantage de public et peut-être des investisseurs aussi derrière qui peuvent être intéressés par ces enjeux-là. Ensuite, on a identifié d'autres enjeux, là beaucoup plus opérationnels et concrets, en matière technique et opérationnelle. Dans un premier temps, là c'est bien beau, je vous soulève un petit peu les enjeux positifs qui sont sous-tendus, mais derrière il y a vraiment des leviers à prendre en considération pour pouvoir mutualiser. La première chose, c'est l'équipement lui-même.
il faut le réfléchir, et c'est important de le réfléchir dès la phase de réflexion en fait, de l'équipement, comme un véritable lieu de vie pour tout le monde et que chacun puisse y trouver son compte. D'où la modularité des espaces. Aujourd'hui, les nouveaux équipements qu'on peut voir et les nouvelles technologies qui peuvent être présentées sur le salon également, elles vont dans ce sens-là, de prévoir des espaces qui permettent de faire toute une diversité de pratiques et pas seulement nos gymnases assez anciens qu'on peut connaître avec voilà, une seule pratique à l'intérieur et en fait on met à l'écart d'autres pratiquants. Donc c'est aussi un enjeu à prendre en compte pour les programmistes et les propriétaires d'équipements. Il y a un enjeu aussi sur la planification et la réservation des créneaux. Aujourd'hui, on va aussi le détailler dans l'étude, mais on se rend compte qu'il y a encore peu de collectivités ou peu de porteurs de propriétaires d'équipements qui ont des plannings soit automatisés, soit directement gérés et précis qui permettent de calculer à la fois la fréquentation, mais aussi l'occupation réelle de l'équipement. Ça permet, en fait, quand je dis ça, ça permet derrière, quand on arrive à bien le calculer et savoir qui fréquente quand et à quel créneau et exactement, est-ce que la personne pratique réellement et utilise le créneau qu'elle a réservé, ça permet derrière, lorsqu'il ne l'utilise pas, de pouvoir le réattribuer éventuellement. Je vais un peu vite, je vois Valérie qui me fait des signes. Donc pour les enjeux, voilà, il y a des enjeux environnementaux qui sont quand même importants en termes de sobriété du foncier, puisque lorsqu'on mutualise, bah évidemment, si un équipement est utilisé à 100% de ses capacités, peut-être que derrière, ça évite de construire d'autres types d'équipements sur le territoire et donc d'économiser le foncier qui se fait rare aujourd'hui. Maintenant, un petit focus avant de laisser la parole à Emeline sur la mutualisation des équipements scolaires. Il faut savoir que la mutualisation des équipements scolaires a fait l'objet d'un article dans le Code de l'éducation, comme le rappelait Valérie en introduction. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une école publique, celle-ci doit avoir l'obligation de réaliser un accès pour les équipements, notamment scolaires. Aujourd'hui, on le verra aussi dans l'étude, on n'a pas 100% d'équipements sportifs scolaires qui sont accessibles aux autres utilisateurs, hein, et Emeline le rappellera également, à travers l'expérimentation. Mais voilà, c'est un enjeu et c'est édicté dans le Code de l'éducation, donc ça a vraiment une valeur réglementaire. Et même chose, ça a été renforcé par un décret de 2023 en insistant sur le fait que lorsqu'il y a des rénovations de ces équipements-là et que le coût est inférieur à 5%, le propriétaire est aussi tenu de créer cet accès pendant qu'il fait sa rénovation. Donc c'est-à-dire qu'on incite réglementairement les propriétaires et les directeurs d'école, a fortiori, de faire en sorte de donner accès à ces équipements pour respecter le cadre réglementaire en place. Bonjour à tous, super, ça fonctionne. Donc comme l'a dit Valentin, moi je vais vous parler de la circulaire dédiée à l'ouverture des équipements sportifs scolaires et d'enseignement supérieur, c'est important de le souligner. Cette circulaire, elle a donc été signée le 3 septembre dernier, communiquée à toutes les parties prenantes, publiée. Et elle a deux enjeux principaux. Le premier enjeu, ça va être d'anticiper en réalité la dynamique de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et d'Alpes françaises 2030. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de renforcer en fait la capacité des clubs à accueillir de nouveaux licenciés. Certains clubs, beaucoup de clubs même d'ailleurs, nous ont fait remonter la nécessité d'avoir de nouveaux créneaux, etc. Et Léa nous en touchera deux mots sans doute un peu plus tard lors de la conférence. Cette circulaire, elle pose un objectif à l'issue de l'année scolaire 2026-2027, un objectif clé, c'est que dans chaque académie, 100% des équipements des établissements scolaires et d'enseignement supérieur disposant de créneaux libres et accessibles, pour lesquels il existe une demande, dans les territoires, devront être ouverts. Je répète cette phrase. Attention, donc, il ne s'agit pas de tous les équipements sportifs scolaires indépendamment, etc. Il s'agit bien des équipements scolaires et universitaires d'enseignement supérieur qui sont accessibles. Quand il y a des contraintes techniques, ça ne sont pas pris en compte. Et s'il n'y a pas de demande, on ne comptabilisera pas ces 100%. Donc c'est pour ça qu'on fait bien cette nuance. Il ne s'agit pas d'ouvrir, même si c'est l'objectif à terme, évidemment. Mais voilà, il y a quand même des restrictions jusqu'à la fin de cette année 2026-2027. Vous avez une petite frise chronologique ici qui retrace un peu tous les jalons. 3 septembre 2025, signature, comme je l'ai dit, et publication. Fin d'année scolaire 2025-2026.
On se met en ordre de marche pour une ouverture des établissements à 60%. Et fin d'année scolaire 2026-2027, nous sommes à 100% des établissements disposant d'équipements utilisables ouverts. C'est l'objectif fixé. Pour évaluer l'évolution du taux d'ouverture, plusieurs indicateurs. Des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs ensuite. Sur les indicateurs quantitatifs, il s'agira d'évaluer le nombre d'équipements sportifs concernés, recensés dans DataES. C'est important d'insister là-dessus, et je le refais, je vois le PRNSI au fond de la salle, c'est pour vous. Il est important d'insister sur le fait que les propriétaires d'équipements sportifs doivent les déclarer dans la base. C'est une obligation légale. Et donc en plus, ça permet également d'avoir vraiment un portrait de territoire relativement précis lorsque les déclarations sont bien faites. Donc en fait, c'est du plus et du plus. Donc voilà, je vous incite vraiment, les propriétaires devront donc mettre à jour les données en cas d'ouverture de nouveaux équipements sportifs scolaires notamment. Ensuite, on va analyser le nombre de conventions signées. On va analyser également le volume horaire global de mise à disposition des équipements, le nombre d'heures d'occupation et d'utilisation effective par les associations et les clubs sportifs, le delta du nombre de créneaux utilisés ou rendus accessibles entre l'année N-1 et l'année N, et le nombre d'heures sollicitées par les clubs et associations sportives. Ça, c'est pour les indicateurs quantitatifs. Il y a ensuite des indicateurs qualitatifs. On va aller voir ce qui se passe du côté des disciplines pratiquées, du côté de la typologie de public. Est-ce que ça va être plutôt des jeunes, des seniors? Est-ce que ça va être on va aller analyser les typologies de pratiques. Est-ce qu'il s'agit d'une pratique de loisir? Est-ce qu'il s'agit d'une pratique compétitive? On va aller analyser évidemment le taux de féminisation qui tient fortement à cœur au ministère et à toutes les parties prenantes de toute façon. Et enfin, on va aller analyser le taux d'accès des publics en situation de handicap, encore une fois, lorsque l'utilisation de l'équipement le permet. Ces objectifs, ils peuvent apparaître en certains points exigeants, mais en lien notamment avec la DGESCO, la DGCIP, les services de l'État et notamment les DRAGES, que je remercie fortement pour leur engagement sur cette circulaire, on outille les parties prenantes. Comment on outille les parties prenantes? Une boîte à outils va être prochainement diffusée à destination de tous pour accompagner au mieux en réalité les acteurs et permettant en fait à tout le monde de prendre le sujet en main de manière uniformisée, unifiée. Dans cette boîte à outils, on pourra retrouver un guide sur la mutualisation des équipements sportifs scolaires qui a été rédigé par la DRAGES Île-de-France. Je ne sais pas si elle est ici, mais en tout cas, je la remercie vivement. Des conventions types d'ouverture d'équipements. Pour ne pas partir de rien lorsque vous n'avez pas de convention, vous aurez un outil clé en main. Et enfin, un tableau de suivi type de l'évolution des ouvertures réalisées. Comme ça, voilà, là encore, vous n'aurez pas tout à construire. L'idée, c'est vraiment de vous aiguiller, de vous accompagner au maximum dans cette ouverture. Ces documents, ils sont issus de l'expérimentation. Super, merci. Sont issus de l'expérimentation qui a été menée entre avril et septembre 2025. Lors de cette expérimentation, 5 régions étaient engagées dans l'expérimentation. La région Bretagne, la région Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Réunion. Et 8 académies étaient concernées. Créteil, Lille, Nantes, Orléans-Tours, la Réunion, Paris, Rennes et Versailles. Certaines parties prenantes de cette expérimentation viendront témoigner. Certains sont déjà là. Le bilan dressé de ce projet, il révèle quelques données clés quand même sur lesquelles je voudrais revenir. La première donnée clé, c'est que l'expérimentation, elle a permis d'identifier des freins communs sur lesquels on doit travailler collectivement pour les débloquer. Le premier frein qu'on retrouve en tête, c'est souvent l'encadrement et le personnel d'accueil. La question se pose pour beaucoup de collectivités et pour beaucoup de propriétaires. Ensuite, on a les problématiques liées à l'entretien et au nettoyage des équipements au quotidien. Et enfin, les problématiques liées à la responsabilité quant à la sécurité et l'assurance des équipements. À chaque fois, globalement, quand on a posé la question au territoire expérimentateur, c'était souvent en fait, ces 3 freins qui devaient être levés. Elle a également permis de dresser le portrait type de l'équipement d'ores et déjà mutualisé. Il s'agit d'un gymnase, en général dans un collège-lycée, sous convention. Et enfin, et pas des moindres, et c'est un chiffre sur lequel je voudrais revenir, elle a permis d'accélérer l'ouverture d'environ 200 équipements sportifs en établissement scolaire. Donc voilà, ça c'était un petit panorama pour l'expérimentation, la circulaire sur l'ouverture des équipements sportifs scolaires. Et donc je redonne la parole à Valentin. Merci Emeline. On va continuer à parler un peu de chiffres et de données maintenant qu'on a posé le contexte. C'est important de savoir, comme le disait un petit peu Emeline, où on en est aujourd'hui en matière d'ouverture des équipements sportifs, scolaires ou non, savoir qui les utilise, quand est-ce qu'on les utilise.
Donc, on va vous parler rapidement d'une étude qui est en cours au sujet de la fréquentation et de l'utilisation des équipements sportifs, qui est menée par un cabinet conseil, donc s'appelant Olbia Conseil, et qui est commandité par la direction des sports du ministère des Sports, cofinancé en l'occurrence par l'agence et piloté par le PRNSI, donc qui est le pôle ressources innovation, avec un objectif assez central. On s'est rendu compte qu'on a un parc d'équipements sportifs vieillissant. Voilà, on l'entend assez souvent. L'idée, c'est de savoir concrètement dans quelle mesure il est vieillissant. Est-ce que c'est partout, sur tous les territoires? Est-ce que c'est tous les types d'équipements? Donc, c'est d'essayer de se rendre compte véritablement de ça et d'ancrer, d'avoir des vrais chiffres sur le sujet. Et derrière, de développer un peu la réflexion autour de cela et de poser des jalons sur le futur, savoir comment... vers quelle orientation doit se diriger le parc en matière d'équipements sportifs dans les années qui arrivent. Donc il y a 4 éléments dans le contenu des livrables de l'étude, je ne vais pas y revenir. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de donner quelques chiffres clés. Dans un premier temps, en matière de constat, on se rend compte que, bon ça on le sait, hein, mais les équipements à accès contrôlé, tous les équipements pour lesquels vous devez vous présenter à quelqu'un pour accéder, où il y a un gardien, typiquement les gymnases, c'est des équipements qui sont effectivement saturés, mais sur des créneaux bien spécifiques, c'est-à-dire que c'est en semaine, sur les temps scolaires. Ça, on le sait, c'est quelque chose qui est assez connu. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les taux d'occupation, ils varient fortement d'un équipement à l'autre. Si les gymnases, ils sont effectivement surutilisés sur certains créneaux, les terrains de grands jeux, de type football, rugby, baseball, on peut imaginer tous les terrains de grands jeux que vous connaissez, il y a des opportunités, puisqu'on a un taux d'occupation relevé à 75% de moyenne sur les terrains de grands jeux. Donc derrière, il y a quand même 25% à exploiter sur des temps qui sont libres aujourd'hui et qui sont pas utilisés. Ce qui est intéressant pour appuyer ça, c'est qu'on a des créneaux bien identifiés sur les ailes de la journée qui ne sont aujourd'hui pas ou très peu utilisés. Alors, c'est les créneaux donc, sur les ailes, c'est-à-dire de 6h à 8h et à partir de 22h. Donc effectivement, c'est des créneaux qui ne sont pas forcément idéalement placés pour faire une pratique organisée, mais en revanche, on peut imaginer peut-être des pratiquants libres qui aimeraient, qui sont peut-être que disponibles sur ces créneaux-là et qui pourraient les utiliser davantage que ce qui a été identifié. Donc voilà, 17%, c'est quand même assez faible, et ce qui donne une grosse marge de manœuvre derrière pour aller davantage les exploiter. Et enfin, un petit fait général, mais c'est davantage les clubs et les associations qui utilisent les créneaux beaucoup plus que les autres usagers, et devant les scolaires qui, eux, occupent une vingtaine de pourcents dans les usages. L'étude, elle s'est arrêtée à faire une petite monographie aussi régionale en ce qui concerne les équipements sportifs en milieu scolaire. Donc, c'est une monographie qui a été faite en Nouvelle-Aquitaine, un territoire cible qui a été identifié dans le cadre de l'étude, parce que assez représentatif aussi au regard des spécificités régionales qu'on peut y rencontrer. On a 512 établissements scolaires qui ont joué le jeu de répondre à l'enquête qui avait été diffusée. Sur ces 512, on a 61% qui sont dotés d'au moins un équipement sportif. Ça peut être un plateau multisport, et c'est généralement le plateau sportif qu'on connaît tous dans l'équipement scolaire. Mais ce qui alerte un petit peu, c'est que 80% de ces équipements-là ont des créneaux qui ne sont pas utilisés. Et c'est surtout identifié sur le week-end et sur la période scolaire. Donc vous voyez, et ça concerne aussi bien des salles multisports que d'autres types d'équipements en milieu scolaire. Donc encore une fois, il y a un potentiel de mutualisation puisqu'il y a des créneaux qui existent aujourd'hui autour de nous, sur les vacances, sur des temps un petit peu sur les ailes de la journée aussi, mais qui ne sont pas exploités pour diverses raisons, et c'est notamment les raisons qu'on a évoquées en introduction autour des enjeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'accès, mais il y a aussi parfois pas de dialogue seulement entre les partenaires pour les ouvrir. Et enfin, quelques données supplémentaires, c'est-à-dire que l'ouverture elle est facilitée par la présence d'un accès externe, et ça concerne que 42% des sites, donc ça renforce ce que je viens de vous dire. 2 enseignements qu'on a pu nous relever, il y en a davantage dans l'étude qui est encore en cours et qui sera livré prochainement. Mais le premier, c'est d'optimiser l'usage des équipements sportifs. Je ne vais pas détailler chaque frein et chaque recommandation, mais voilà, ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il faut animer davantage l'existant, dialoguer, favoriser le partage entre les partenaires et d'optimiser les créneaux peu ou pro utilisés.
Le deuxième usage, sur lequel on peut s'arrêter peut-être un petit peu plus longtemps, c'est de concilier les usages et les usagers. Au niveau des freins, en fait, on a identifié qu'il y a des inégalités de traitement aussi qui peuvent être ressenties entre associations, parce que certaines se sentent privilégiées par rapport à d'autres sur l'attribution de créneaux. De ces freins-là partagés, il y a des recommandations qui peuvent être exploitées. C'est encore une fois le partage et la transparence dans les créneaux qui sont attribués. Aujourd'hui, une association, elle ne voit pas effectivement les créneaux qui sont attribués aux associations voisines, qui ne sont pas concurrents, à l'inverse, qui sont complémentaires sur la pratique sportive pour le territoire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas très peu de plannings publics qui sont partagés, collaboratifs, et sur lesquels il y a une vraie transparence pour aller s'inscrire sur un créneau, alors que celui-ci est totalement libre, que ce soit en vacances ou en période scolaire. Donc il y a d'autres recommandations, notamment sur la question de la formation des gardiens de gymnase notamment, qui aujourd'hui ont un rôle qui a complètement évolué dans l'écosystème. Et ils doivent aujourd'hui aussi se réorienter pour devenir davantage des agents à la fois d'accueil, mais aussi capables de gérer ces différents usagers, d'être capables d'échanger avec eux sur leurs enjeux, leurs besoins, etc. Donc c'est aussi un levier à actionner sur les territoires. Très rapidement, ce que fait l'agence en matière de mutualisation des équipements sportifs. Pour rappeler, donc l'agence, elle finance des équipements sportifs à la fois de proximité, mais aussi structurants. Pour les équipements de proximité, la notion d'accès libre, elle a été prégnante depuis toujours finalement, parce que c'est l'essence même des équipements de proximité. Mais depuis 2022, l'agence s'est vraiment arrêtée sur la volonté de favoriser le développement de la pratique associative. Dans un contexte de sortie de crise sanitaire aussi, il y avait une volonté de redonner davantage de souffle à ces associations qui ont souffert durant cette période-là. Donc, elles étaient obligées de conventionner avec le porteur de projet pour que celui-ci puisse être éligible au dispositif de l'agence. Celui-ci pouvait aussi conventionner avec d'autres acteurs. On a changé un petit peu de prisme à partir de 2024 sous le nouveau plan 5000 équipements Génération 2024, là où les porteurs de projet devaient conventionner avec un établissement scolaire. Pareil, dans la logique des politiques publiques, on est dans cette incitation à la pratique scolaire pendant le temps scolaire, mais aussi extrascolaire, et d'où l'enjeu du conventionnement qui était aussi exigé. Pour les équipements structurants, là, avant 2022, sont éligibles les équipements structurants qui ont des accès aménagés extérieurs pour les autres usagers. On l'a renforcé en 2022 avec ce planning collaboratif qui devait être fourni pour nous préciser les créneaux qui sont utilisés notamment par des associations sportives. Et 2024, dans la même logique que l'équipement de proximité, l'équipement devait se situer obligatoirement à proximité d'un établissement scolaire pour garantir cette pratique scolaire justement. Et donc ça devait être aussi démontré dans le planning d'utilisation. Avec un petit point spécifique, c'est qu'on était aussi éligibles évidemment les plannings qui prévoyaient des créneaux en accès libre, sauf contraintes réglementaires ou juridiques ou justification à l'appui. Mais voilà, on a incité à ce qu'il y ait des créneaux libres qui soient mis à disposition. Parfait, le timing est bon. Donc Romain, si tu veux bien présenter l'exemple des dojos solidaires réalisés dans les établissements d'enseignement. Très bien, effectivement. Bonjour, merci pour cette prise de parole. Le programme 1000 dojos qui s'est intégré aux 5000 équipements portés par la Fédération française de judo et en collaboration avec l'ANS permettait d'abord de répondre à un premier objectif, c'était de développer la fédération et permettre à des clubs soit de se structurer au sein d'un nouvel équipement pour pouvoir réhabiliter cet espace, soit de développer une annexe supplémentaire, toujours dans l'intérêt de développer sa fédération et de créer de l'emploi. L'objectif principal, c'était transformer une salle existante, souvent dans des écoles ou dans des espaces sportifs, pour être utilisée du matin au soir. C'est la définition même que France Judo a voulu mettre en place dans la mutualisation des équipements et que ça devienne des tiers-lieux. Le programme, depuis 2022, s'est structuré. Aujourd'hui, c'est 435 dojos financés avec l'agence. C'est 350 qui sont aujourd'hui déjà livrés et qui sont opérationnels sur l'ensemble du territoire pour un coût projet de 55 000 €. 70% de ces dojos solidaires implantés sur le territoire sont sur des quartiers prioritaires ou sur des zones rurales
et 233 sont au sein même des écoles primaires, des collèges et des lycées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de cette mutualisation entre les établissements scolaires, l'agence et la Fédération française de judo. On a souhaité intégrer, de rentrer dans les écoles pour 2 objectifs. Un, donner un équipement, permettre à l'éducation nationale, aux établissements scolaires, de bénéficier de nouvelles installations, d'un nouvel équipement pour pouvoir mettre en pratique, que ce soit son activité sportive, son EPS, ses activités motricité, ou alors toute autre activité lisible et disponible en fonction du programme scolaire. L'objectif étant permettre à un club de judo de mettre et de poser ses tapis au sein d'une école, capitonnage mural, sécuriser l'entièreté de cette salle. Bien souvent, sur les 230 dispositions qui ont été installées, nous avons récupéré soit les anciennes cantines, soit les salles de motricité que nous sommes venus équiper, ou alors nous sommes venus récupérer des classes qui fermaient sur des jonctions d'installation et qui permettaient de récupérer une salle d'école de 70 mètres carrés dans laquelle on allait sécuriser 60 mètres carrés d'installation de surface au sol pour permettre à l'école de pratiquer son EPS, son sport au quotidien, et de permettre surtout au milieu association, au club de judo, de pouvoir rentrer son activité sportive en intégrant les cycles de judo, en collaboration avec la direction des écoles et le collège des instituteurs, et ensuite de pouvoir mettre le pied sur toute la partie périscolaire et extrascolaire. Le club pouvait bénéficier en extrascolaire, une fois que l'école est fermée, de plus d'une vingtaine d'heures de disponibilité pour pouvoir soit grandir et augmenter son nombre de cours, soit permettre simplement de décloisonner certaines activités pour permettre un meilleur taux d'activité. Et puis ce qui a permis aussi à France Judo de créer de l'emploi. Déjà plus de 50 postes ont été créés grâce au fléchage avec l'agence, permettant au club de pouvoir bénéficier d'aide et surtout d'un suivi qui permettait aussi l'embauche d'éducateurs sportifs. Cette cohésion a permis surtout aussi aux communes d'obtenir un projet quasi clé en main, puisqu'on travaillait essentiellement avec cette convention tripartie, plus la signature des écoles, permettait à ce que la mairie et monsieur le maire puissent signer cette convention, le président de la Fédération française puisse signer cette convention et le président du club de l'association puisse signer cette convention. Est venu se rajouter au moment de Génération 2024 la signature des établissements scolaires, qui permettait à un moment donné que ces 4 personnes signataires puissent aller dans le même sens de la mutualisation des équipements. Donc les bénéfices étaient pour les élèves, davantage d'activités physiques et sportives, l'implantation des 30 minutes quand cela était possible et envisagé. Pour les enseignants, un espace adapté leur permettant de travailler aussi bien cette activité sportive motrice comme toute autre activité non sportive, puisque sur des tapis on fait un peu tout. Un accès aux familles, puisqu'il était ouvert en extrascolaire, puisque cette mutualisation permettait non seulement à un club de judo de pouvoir bénéficier de créneaux supplémentaires, mais tous les créneaux qui ne sont pas et qui n'étaient pas utilisés ou qui aujourd'hui ne sont pas encore utilisés sont aussi adaptés à l'écosystème associatif de la collectivité, qui permettait, que ce soit au club de théâtre du coin ou alors à un autre club sportif, de bénéficier de créneaux supplémentaires aussi dans cet équipement. On mutualise souvent avec la Fédération française de danse, de hip-hop, on a fait avec des fédérations individuelles de sport de combat, et puis aussi on a d'autres exemples sur d'autres territoires où on est venu avec des compagnies de théâtre, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, dès lors qu'un établissement permettait de pouvoir rentrer régulièrement sans grande difficulté au sein de l'école en extrascolaire, tout le monde, cet équipement était mutualisé pour l'entièreté de l'écosystème de la collectivité. Ce qui permettait aussi aux communes de pouvoir bénéficier aussi d'un patrimoine réhabilité, puisqu'effectivement tous les créneaux, toutes les installations permettaient de revenir aux normes, de pouvoir être déclarées et surtout de pouvoir être pratiquées en toute sécurité, puisque avec France Judo, on s'assure qu'avec nos partenaires, nous puissions pratiquer en toute légalisation et en réglementation officielle pour pouvoir permettre le développement de notre discipline. Aujourd'hui, les dojos solidaires ne sont pas seulement une salle de sport, ils sont devenus des lieux de vie, des tiers-lieux, des espaces éducatifs et citoyens. Ils sont utilisés sur tous les temps de l'enfant
et ouvert sur l'ensemble des territoires, que ce soit sur les écoles primaires avec les collectivités, les départements ou les régions pour les collèges et les lycées. La force, elle a reposé sur la mutualisation, la simplicité du modèle économique que France Judo a pu porter sur l'entièreté du programme sur le développement des écoles, et puis la collaboration et la coopération avec l'agence qui a permis de faire en sorte que l'agence France Judo et les territoires puissent incarner aujourd'hui l'héritage durable de Paris 2024, de Génération 2024, sur un équipement qui sert à l'école, au club, aux familles, et puis qui est là pour durer un peu plus longtemps. Merci beaucoup Romain de ce témoignage. Sylvain, si tu veux bien prendre le relais. Sylvain, chef du service départemental jeunesse, engagement, sport de Seine-Saint-Denis. Bonjour Sylvain, je reprends la parole du coup pour essayer de mieux comprendre en fait comment cette mutualisation s'effectue. Donc Sylvain, je vais commencer par vous. Première question, je me suis perdue dans mes fiches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe l'ouverture et la mutualisation des équipements sportifs scolaires sur votre département? Quel est un peu l'historique? Alors, bonjour à tous. Sur le département de la Seine-Saint-Denis, la mutualisation n'est pas une démarche nouvelle. En revanche, c'était une démarche qui était très ponctuelle au sein des territoires même, c'est-à-dire que c'était des vrais choix à la fois du conseil départemental qui, dans tous ces nouveaux établissements, notamment collèges, ont choisi de faire des équipements qui étaient déjà silotés sur la partie scolaire et la partie sportive afin de bénéficier derrière d'un niveau de mutualisation qui est intéressant. Mais en revanche, les villes, elles, c'était finalement des dynamiques très locales d'élus qui permettaient d'engager ces mutualisations. Là, l'idée, c'était pour nous d'avoir une démarche beaucoup plus globale, beaucoup plus stratégique, on va dire portée de manière plus niveau départemental et tenter de généraliser la démarche sur tout le département. Le département est particulièrement carencé en termes d'équipements sportifs, mais il y a un autre enjeu aussi qui n'est pas souvent évoqué, c'est la disponibilité du foncier. La Seine-Saint-Denis, c'est un territoire extrêmement dense et c'est extrêmement compliqué de faire émerger de nouveaux équipements sans l'approche de l'ANRU, notamment la rénovation urbaine. Donc évidemment que la mutualisation, pour nous, c'est un axe extrêmement prioritaire sur le territoire. Et alors justement, vous avez mis en place un plan stratégique de mutualisation, je crois, donc piloté par le SDGES et qui mobilise entre autres le réseau des directeurs de sport. Pareil, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, comme je viens de l'évoquer, nous avons mis en place, je vois notamment un des membres du réseau des directeurs des sports qui attend pour intervenir, directeur des sports de Montreuil, du coup. Donc il a fallu départementaliser la démarche. Donc l'idée, c'est d'avoir fait déjà une enquête pour avoir un état des lieux assez fin de ce qu'il y avait de mutualisé ou de mutualisable sur le territoire. Et ensuite, nous avons mis en place ce qu'on appelle un groupe opérationnel départemental avec le conseil départemental, direction de l'éducation, direction des sports, la direction académique avec les conseillers techniques EPS et le service départemental jeunesse, engagement et sport pour la partie hors temps scolaire, et effectivement le réseau des directeurs des sports, puisque c'est notre porte d'entrée dans chaque collectivité. Et l'intérêt du réseau directeur des sports, c'est évidemment la synergie vraiment très locale. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Il y a effectivement des créneaux qui sont disponibles, notamment on pense au week-end. Seule la collectivité, et notamment le directeur des sports, sera assez fin dans quelque part la liste d'attente des clubs qui ont besoin et qui ont la structuration nécessaire pour aller chercher ce nouvel équipement et pouvoir le laisser en vie. C'est à ce titre-là qu'on a intégré le réseau Tir des Sports dans ce plan. Ce groupe opérationnel départemental, il a quand même deux grands objectifs, une vision très stratégique, mais aussi une vision opérationnelle. Et c'est bien ce groupe qui va sur chaque collège, chaque lycée ou chaque école, le cas échéant, mais ils ont moins besoin de nous sur les écoles, qu'on se le dise, c'est au niveau local que ça se joue, qui va venir en appui des acteurs, et que nous, côté SDJUS, on appuie du chef d'établissement pour trouver les bonnes conditions, les bons leviers, les bons aménagements, le cas échéant, pour qu'une association puisse bénéficier de l'équipement. Justement, du coup, c'est parfaite transition. Maxime Lebaube, c'est ça, que je n'écorche pas votre nom. Bonjour, vous êtes directeur des sports donc, de la ville de Montreuil. Vous avez entamé, je crois, un recensement assez fin des équipements au sein des écoles, notamment collèges et lycées, pour tenter de mutualiser au maximum. Quel a été votre process et où en êtes-vous à l'heure actuelle? Alors, au niveau de la ville de Montreuil, on a une ville qui manque d'équipements. On a 17 équipements pour 10 000 habitants, ce qui fait que
on a une vraie problématique sur l'offre d'équipement pour les habitants. Ce qui fait que depuis un certain nombre d'années, on travaille sur la recherche de mutualisation. Cette année, on a travaillé sur la réalisation d'un schéma directeur des équipements sportifs pour faire une analyse plus fine des équipements sur la ville. On a également travaillé avec le département pour pouvoir réaliser cette analyse et avec l'utilisation également de DataES, qui est une base de données très utile pour identifier les équipements. Ça, c'est la première phase, analyse plutôt théorique des besoins et puis des équipements présents sur la ville. Et ensuite, on a fait des visites d'équipements, notamment des équipements du département, pour pouvoir vérifier les problématiques techniques qui génèrent des freins à l'utilisation des équipements. Voilà. Et alors, du coup, justement, expliquez-nous un peu comment se passent les interactions avec les parties prenantes. Vous avez cité le département tout à l'heure. Peut-être que Sylvain, si vous voulez rebondir, n'hésitez pas. Mais voilà, expliquez-nous comment ça se passe un peu. Alors, à Montreuil, depuis 20 ans, on travaillait avec la cité scolaire Jean Jaurès qui mettait à disposition 4 équipements. Donc, c'était déjà une belle réussite depuis des années. C'était une convention qui était mise en place directement avec le chef d'établissement. Et pour aller plus loin, on a eu besoin de travailler avec le département. Il y a une dizaine d'années, les relations entre le département et la ville n'étaient pas aussi simples qu'elles ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on sent bien qu'on est dans une période beaucoup plus favorable à la mise en place de mutualisation. Les relations entre les équipes administratives du département et de la ville, accompagnées par le SDJES, font que ça se passe nettement mieux. On sent qu'il y a une vraie motivation des équipes éducatives pour pouvoir faire en sorte de mettre à disposition les équipements. Et c'est ça qui fait que la réussite aujourd'hui, elle fonctionne bien sur Montreuil. C'est cette motivation des équipes à lever les freins et à trouver des solutions. Il reste des difficultés, notamment liées aux accès des équipements sportifs qu'il faut faire du fait de cela, il faut faire intervenir les équipes techniques du département pour voir comment on peut aménager les équipements et rassurer les chefs d'établissement. Les freins les plus importants aujourd'hui se situent au niveau des chefs d'établissement qui sont inquiets sur la mixité des publics entre le public scolaire et le public associatif. Mais globalement, on arrive à les rassurer avec la mise en place de conventions et en leur présentant des process de travail qui sont assez cadrés. Typiquement pour les acteurs de terrain, le dernier frein qui a été levé sur le territoire, donc comme l'a évoqué monsieur le directeur, il y a cette nécessité de ne pas mixer les espaces finalement, c'est que l'association puisse aller à l'équipement sans passer par les équipements scolaires, en tout cas les salles de classe, les préaux, tout ce qui pourrait donner accès. Et le problème, c'est que si vous silotez aussi les organes de sécurité. Je pense notamment aux défibrillateurs, qui souvent vont être dans l'établissement scolaire. Et lorsqu'on silote sur le hors-temps scolaire, il y a un défibrillateur qui est bien présent, il y a un défibrillateur qui est bien indiqué, qui est dans le plan des secours, mais qui ne sera pas accessible à l'association. Donc ça, je le dis pour ceux qui sont à l'échelle très locale, ce type de problématique qu'on a fait remonter directement sur le groupe opérationnel départemental, qu'on a monté ça en sujet un peu plus politique, et aujourd'hui ça a été validé qu'une étude du placement de tout défibrillateur de la Seine-Saint-Denis dans les collèges mutualisables soit effectuée. Soit on le déplace si vraiment c'est nécessaire, soit un deuxième sera ajouté le cas échéant. Ça peut paraître un détail quand on l'évoque de cette manière-là, mais en fait c'est une réelle préoccupation du chef d'établissement, une réelle préoccupation du directeur des sports. Et tant qu'on ne départementalise pas le problème, on risque de faire de la haute couture sur chaque équipement. Là, systématiquement, avec le fait d'avoir un groupe qui est départemental mais qui fait aussi l'accompagnement individuel, ça permet pour le problème de l'un de devenir le problème des autres et de pouvoir le régler sur un plan beaucoup plus stratégique. Et pour assurer les chefs d'établissement, puisque ce que je vous disais, c'est le premier point de blocage, aujourd'hui, c'est la ville qui gère la relation aux associations. Sur certains sites, auparavant, c'était l'association qui était en lien direct avec le chef d'établissement. C'est des négociations perpétuelles sur l'utilisation des créneaux, etc. Ça, aujourd'hui, c'est une relation qui est prise en charge par la ville. Et c'était vraiment un élément de satisfaction de la part des chefs d'établissement de ne pas avoir à gérer cette relation directe avec les associations. Et donc aujourd'hui, où en êtes-vous du coup sur cette ouverture des équipements sportifs et notamment des équipements sportifs scolaires ? Alors sur les équipements, comme je le disais tout à l'heure, on a le travail qui se continue avec la cité scolaire Jean Jaurès. Donc c'est à peu près 25 heures mises à disposition chaque semaine pour les associations. Donc c'est un vrai bol d'air. Depuis 2 ans, on a également le collège César Yavora, donc le premier collège qui a été
utilisé avec à peu près une vingtaine d'heures aussi de mise à disposition. On a un autre collège qui est le collège Hanspach, avec qui on travaille également depuis cette année. Ça fait une quinzaine d'heures supplémentaires mises à disposition, ce qui fait qu'on arrive quand même à un volume d'heures supplémentaires qui est quand même assez important. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à optimiser tous les équipements des collèges qui présentent des terrains de grands jeux. Les seuls terrains qui nous restent aujourd'hui à aller chercher, c'est des terrains des équipements de moins de 300 mètres carrés, plutôt pour tout ce qui va être gym, danse, expression corporelle. Donc ça va permettre de desserrer un petit peu l'étau sur les autres équipements, mais on voit qu'on est arrivé à peu près au bout de la démarche sur les équipements de grands jeux. Après, on a un travail qui peut être envisagé avec le département sur la couverture de terrain extérieur dans les collèges, par exemple, qui peut desserrer en journée les problématiques d'utilisation par les collèges. On a une vraie difficulté sur la région parce qu'on n'arrive pas à avoir d'interlocuteurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on arrive à accentuer le travail pour pouvoir trouver le bon interlocuteur et puis avancer également avec eux sur ce sujet. Et le dernier point qui me semble essentiel, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas sur Montreuil, c'est le cas, la plupart des installations sportives scolaires, collèges, lycées, manquent d'équipements sportifs. Dans les programmes qui sont réalisés, les équipements sportifs sont trop peu présents et les collèges et les lycées doivent trop s'appuyer sur les équipements sportifs de la municipalité. Et donc ça nous met forcément en tension. Merci beaucoup Maxime. Léa, donc vous êtes la référente équipement, mutualisation des équipements, j'ai envie de dire, pour le Paris Roller Club. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous en êtes venu à demander des créneaux supplémentaires et notamment du coup dans ces équipements sportifs scolaires? Oui, alors bonjour tout le monde. Pour contextualiser un peu, notre association, c'est Paris Roller Derby. Le roller derby, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un sport qui est déjà très peu médiatisé et qui en plus est très récent. C'est un sport où la première équipe en France a été montée en 2010 et le rattachement à une fédération française, donc la Fédération française de roller et de skateboard, date de 2015. Donc le sport est tout récent en France, ça explique déjà premièrement la difficulté à avoir des créneaux puisque du coup on n'était pas implanté vraiment dans le paysage des sports jusqu'à très récemment. Et par ailleurs, c'est un sport donc, qui se fait sur des rollers, sur une piste spéciale. Il n'y a pas les lignes sur le sol. Bon. Et les mairies sont aussi un petit peu réticentes à l'aspect, le fait pas qu'on abîme le sol, mais des traces, des roues. Ça se fait avec des rollers qu'on appelle des rollers quad. Donc c'est 2 roues de chaque côté avec les freins devant. Et les freins, souvent on a peur que ça laisse des traces sur le sol de gomme. Ce qui maintenant ne se fait plus, mais à une certaine époque, il y avait encore des gommes noires qui laissaient des traces. Donc, tout ça a fait que difficulté des fois d'avoir des créneaux. Et aujourd'hui, on a pourtant un championnat de France qui est développé dans ce sport. Et donc, nous, à Paris Roller Derby, on a 3 équipes notamment qui sont en compétition et avec beaucoup d'adhérents et d'adhérentes et une difficulté en fait à s'organiser dans nos plannings. Dans nos rotations et avec une équipe A notamment très compétitive et ambitieuse avec des ambitions européennes et internationales sur les matchs. Moi, parallèlement, il se trouve que je suis CPE dans un lycée à Aubervilliers et que je vois un gymnase de l'autre côté de la cour qui dort un peu des fois les week-ends, tout ça, j'habite pas très loin. Et en parlant avec mon chef d'établissement qui suivait le sport, qui était très intéressé, il en vient à me dire, mais en fait, nous, le dimanche, le gymnase, il n'est pas utilisé. Si vous avez besoin de créneaux, nous, on a des créneaux. Et c'est en fait la première porte d'entrée, ça a été ça. Ça a été un peu un concours de circonstances entre mon travail, mon sport et l'équipement qui était disponible. Et ça a été la porte d'entrée. Okay. Alors du coup, comment ça se passe concrètement sur vos conventions? Avec qui vous discutez, avec qui vous échangez? Comment tout ça se passe? Alors, le tout début, ça a été une convention signée avec le chef d'établissement et l'association. Donc la mairie n'est pas tout de suite rentrée, mais ça c'était parce qu'il y avait un peu une urgence de préparation de l'équipe A à ce moment-là sur une échéance européenne. Et donc on a signé une convention entre la présidente de l'association et le chef d'établissement pour l'utilisation. Donc on passait par l'établissement, c'est un petit peu, ça se fait pas vraiment, mais comme c'est sous la condition que j'étais là, comme je travaillais dans l'établissement, voilà. Et ensuite le chef nous a mis en lien avec la mairie.
Et là, moi, je me suis rendue, j'ai eu un rendez-vous avec la responsable des équipements, on a échangé, l'échange était hyper intéressant sur la volonté de la mairie un petit peu de valoriser le sport féminin, le sport de compétition, et le fait que voilà, notre chef voulait bien du coup mettre à disposition un créneau à la mairie. Et donc on a fait ensuite une convention signée avec la mairie, et c'est comme ça qu'on a eu accès maintenant de manière officielle, on va dire, au créneau. Très clair. Et donc, du coup, en conclusion un peu de ce propos, en quoi cette ouverture finalement des équipements sportifs scolaires, elle est bénéfique pour vous? Et d'ailleurs, c'est une question, je pense, à laquelle vous pouvez tous répondre autour de cette table. Mais Léa, allez-y. Eh ben, c'est très bénéfique puisque du coup, on a eu 2 nouveaux créneaux donc dans ce gymnase, dans ce premier gymnase qui est dans le lycée, qui est un parquet, qui est un sol parfait pour notre pratique. C'est encore quelque chose qu'on travaille parce que, par exemple, on n'a toujours pas de ligne sur le sol. Et pour un sport, donc c'est une piste ovale. On est encore en dialogue pour voir si on peut les faire peindre, tout ça, parce que c'est vrai que pour nous, c'est important et d'arriver, de déjà commencer mettre le plot sur le côté, voilà. Mais ça nous rajoute du temps d'entraînement, ça nous permet de faire souffler nos équipes. Au lieu de partager aussi un track, une équipe d'un côté, une équipe de l'autre, on peut travailler avec un track entier, ce qui nous permet de faire vraiment des phases de jeu complètes. Et ensuite, ça nous a ouvert un nouveau créneau dans un nouvel équipement sportif qui n'était pas utilisé. Et qui est aussi mutualisé avec la mairie de Saint-Denis en plus, donc ça nous fait des liens aussi avec la mairie de Saint-Denis. Et là, on est encore en train de voir parce que le sol n'est pas encore totalement bien pour notre pratique, c'est un lino. Pour nous, c'est très collant en fait sur les roues. Donc c'est un peu un sol où on peut avoir des fois des risques de blessures parce que sur des freinages, si nos roues restent plantées dans le sol et que nous on part, on peut des fois au niveau des articulations, c'est pas. Donc voilà, on est encore en recherche et en construction, mais c'est très bénéfique. Et puis en plus d'avoir du dialogue avec la mairie d'Aubervilliers, un échange, construire des projets ensemble, c'est vraiment très chouette et c'est super pour nous. Merci beaucoup. Oh, wow. Alors. On reprend. Maxime, est-ce que vous voulez peut-être détailler les bénéfices pour la ville de Montreuil, peut-être? Alors, on a exactement les mêmes bénéfices. C'est des bénéfices pour les associations. C'est moins de tension dans la relation aux associations parce qu'on a des solutions à leur apporter. Donc, c'est principalement ça les bénéfices qu'on peut en retirer. Sylvain, peut-être? Pour ne pas répéter, moi je vais aller quand même sur 2 axes de bénéfices que je vois. La première, c'est la synergie entre les acteurs publics. En fait, on se remet autour de la table autour des sujets de mutualisation. Ça a du sens pour tout le monde. On a finalement une convergence d'intérêts. Donc, il se trouve que de cette stratégie de mutualisation, on a aussi monté un plan de mutualisation de 52 écoles élémentaires via l'ANS, via Génération U24, avec le soutien fort de la DRAGES Île-de-France sur l'élaboration du projet, la stratégie qu'on met en place sur la ville. Donc voilà, finalement, ces zones de discussion, ces zones de dialogue, elles permettent aussi de faire émerger d'autres projets qui sont dans la même finalité, mais qui permettent de ne pas faire peut-être les erreurs du passé et tout de suite penser les équipements pour les écoles. Le deuxième point, je vais plus aller du côté parents. Ça peut être un peu simple ce que je vais vous dire, mais quand vous êtes parent et que votre enfant finit à 16h30 le temps scolaire et qu'entre 16h30 et 18h, il fait son périscolaire, son club sportif au sein du même lieu, et qu'à 18h, vous récupérez votre enfant et que vous êtes tout de suite parent, vous n'êtes pas taxi, vous avez le temps finalement, vous optimisez votre temps parental quelque part, vous ne reconfiez pas votre enfant à votre éducateur, je peux vous dire que les familles, elles en ont un grand bénéfice. Et je ne fais pas le lien parce que pour moi, en tout cas, je ne suis pas à la bonne hauteur pour mesurer l'impact, même en termes de transition écologique. Il y a un moment donné, l'enfant, il est dans un patrimoine qui est le patrimoine scolaire. Il peut y faire son temps scolaire, son temps associatif, tout ça avec une valence éducative. Et là, vous facilitez grandement, en tout cas sur un territoire comme la Seine-Saint-Denis qui est très dense, où le moindre déplacement prend du temps, vous facilitez grandement la vie des parents. Merci à tous. On va peut-être avoir le temps pour deux ou trois questions, si quelqu'un a des questions. Dans la salle. Oui. Bonjour, je suis désolée parce que j'ai pris la conférence en retard d'accès. Lily Munson, moi je travaille pour l'agence d'architecture NP2F qui est spécialisée dans le sport. On a fait notamment l'Adidas Arena des JO, mais aussi la Tour des Sports à Bordeaux avec l'UCPA. Et par ailleurs, j'ai travaillé 5 ans à la ville de Paris, donc sur des sujets d'espace public. Voilà, ça m'intéressait beaucoup de vous entendre sur ces sujets. J'avais 2 petites questions. D'abord, comment est-ce que vous envisagez aussi l'articulation sur l'espace public? On voit qu'on commence à avoir des running clubs, ce genre de choses qui envahissent un petit peu certaines rues. Et donc, comment est-ce que ça, vous pouvez l'intégrer ou pas? Et c'est aussi un sujet, je pense, de donner de l'espace. On a eu un sujet avec les coachs sportifs, enfin bref. Et puis, plus largement aussi sur l'articulation, évidemment, avec les associations, mais aussi potentiellement donc, des
acteurs privés ou parapublics comme l'UCPA, justement, qui peuvent être pour moi des courroies de mutualisation intéressantes. On l'a vu à Bordeaux. Voilà. Alors, merci pour la question. Alors, pour le coup, sur Montreuil, on a un bon exemple qui a été initié par Mathieu Bourgoin, qui est présent dans la salle. C'est un projet qui s'appelle les Chemins de la glisse, qui a vocation à répondre aux besoins de glisse urbaine dans l'espace public. Et pour le coup, c'est un équipement qui a été pensé comme un équipement global qui rayonne sur la ville avec des équipements phares, pump track, skatepark, et ensuite des blocs parcs qui sont installés partout dans la ville, ont une utilisation tactique pour à la fois la pratique sportive, mais aussi la sécurisation de certains espaces publics. Donc ça répond en partie à votre question sur l'utilisation de l'espace public. Effectivement, l'espace public est une bonne solution pour répondre à la problématique de manque d'équipements couverts. Les autres aspects que développe l'ensemble des villes, c'est la mise en place de city-stades, de street workout, etc. Et de plus en plus, moi, ce que je constate, c'est que quand on est sur ce type d'équipement structurant, on est plutôt sur une pratique masculine. Et en parallèle, on développe un autre axe de travail qui s'appelle Sport dans les parcs à Montreuil, qui propose une offre d'activités encadrées et gratuites. Et là, pour le coup, on touche 80-85% de femmes, majoritairement des CSP+, 54 ans à peu près. Donc c'est assez précis par rapport aux données d'analyse. Mais ce qui fait qu'avec ces deux typologies d'offres dans l'espace public, l'offre encadrée et l'offre d'équipement, finalement, on arrive à répondre à deux typologies de public complètement différentes. Donc ça, c'est pour l'offre mise en place sur Montreuil dans l'espace public. Non, alors là, on parle, c'est pas pour répondre sur cette question, c'est pour revenir sur les chiffres. On parlait de chiffres et de réussite de la mutualisation. Aujourd'hui, avec France Judo, c'est plus de 10 000 licences depuis septembre, de date à date, qui ont été prises grâce à ces dojos solidaires qui ont été créés, qui ont été mutualisés dans les écoles. Et puis effectivement, Sylvain, tu as dû être à bonne école, puisque l'objectif de la Fédération française de judo, c'était de permettre aussi qu'en périscolaire et en extrascolaire, dans la continuité du temps, nous puissions permettre la création et l'embauche d'éducateurs sportifs au sein des clubs de judo et de permettre d'avoir une vraie continuité sur le rythme scolaire en aide et au travail avec les parents. Monsieur Durier ne voulait pas répondre, moi je vais répondre du coup malgré tout. Alors je ne maîtrise pas la notion de parapublic, mais il y a des grosses associations effectivement qui ont un savoir-faire. Hein. Donc vous avez cité l'UCPA, vous avez Sport dans la ville, vous avez aussi les grosses fédérations, l'APELS, et qui effectivement viennent s'implanter dans les territoires en lien fort avec les collectivités. Ce qui est important, c'est de voir un peu leur ancrage à eux, finalement, soit philosophique ou sportif pur, mais c'est vrai que très souvent, ils s'éloignent du caractère purement sportif qu'un club classique, on va dire, peut proposer. Donc l'idée, c'est de les accompagner sur ce qu'ils savent faire de mieux. Et nous, ce qu'on peut observer, c'est qu'ils permettent de proposer une offre un peu différente sur un territoire, capter des publics qui n'auraient pas été captés par un club classique, et ensuite travailler sur la passerelle si ça match. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est constaté, nous, en Seine-Saint-Denis, ce sont des équipements qui émergent directement en gestion par ce type de structure. Donc, en tout cas, à date, je pense qu'on n'a pas encore le recul pour analyser vraiment complètement l'impact. En revanche, à date, ce sont des équipements qui fonctionnent, où on va y retrouver vraiment de l'aide aux devoirs, une approche multisport, toutes les politiques d'insertion avec les missions locales. Donc, ils se construisent dès le début là-dessus, c'est-à-dire qu'avant même que le projet émerge, il y a ces discussions-là avec les différents acteurs sur les sujets que je viens d'évoquer, ce qui fait que dès le démarrage, quelque part, ils sont déjà dans cette démarche-là. Tandis qu'un club de sport qui, lui, veut s'engager, je pense à France Travail notamment, avec les clubs engagés, etc., lui, il commence par une acculturation, et puis il a une certaine coloration déjà initialement, donc c'est peut-être plus compliqué pour lui de faire une passerelle rapide, alors qu'avec ce type de structure qui s'implante, on va tout de suite aller dans cette démarche-là et on essaie en tout cas de les accompagner au mieux. Encore une fois, il faut attendre l'impact, ça reste des équipements récents. Moi, sur mon territoire, il y en a un qui sera livré dans 1 an et demi, l'autre vient d'être livré, enfin en tout cas il y a 1 an. Donc on attend de voir après derrière ce que ça peut donner vraiment en termes d'impact local. Mais encore une fois, c'est les collectivités qui témoigneront, c'est eux qui sont vraiment au quotidien avec eux et au plus près. Nous là-dessus, l'État, on est en soutien, en regard, en analyse. On tente de réguler s'il y a besoin ou d'apporter des éléments supplémentaires. Mais c'est vraiment les villes qui font le travail de proximité sur ces sujets-là. Si je peux compléter, effectivement, il y a les acteurs connus comme l'UCPA effectivement, qui interviennent auprès des collectivités.
À Montreuil, on a la chance d'avoir réussi un partenariat avec le Five, gagnant-gagnant, privé-public, où chacun y retrouve son intérêt. Le Five y retrouve un intérêt économique sur les temps marchands, le soir, le week-end, etc. Et la ville y retrouve un intérêt parce qu'ils construisent un équipement qui, à terme, reviendra à la ville. Et ils mettent également à disposition 3300 heures de créneaux gratuits pour les écoles, les associations en journée, ce qui dessert également les taux dont on parlait tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut aussi penser à cette possibilité de partenariat gagnant-gagnant avec le privé. On a de plus en plus de difficultés à financer nos équipements, à financer le sport associatif. Il ne faut pas se fermer les portes du privé qui quand ils ont des valeurs proches des nôtres, peuvent aussi répondre aux problématiques qu'on rencontre sur nos territoires. Voilà, donc je vous remercie. Merci à tous les intervenants. Merci aux auditeurs qui étaient nombreux pour cette présentation sur la mutualisation. Moi, je conclurai simplement en disant qu'au-delà des premiers freins, des obstacles qui se présentent au premier abord, quand les interlocuteurs se parlent, se rencontrent, échangent très rapidement, ces obstacles sont levés et on voit que cette mutualisation finalement est très vertueuse. Donc 2027, 100% de mutualisation des équipements scolaires, sportifs scolaires. Merci à tous. Merci à tous.